Bonjour et bienvenue. L'impôt, on en paie tous, mais est-ce que c'est juste? Est-ce que c'est seulement légitime? Aujourd'hui, on va décortiquer une pensée assez radicale qui voit l'impôt comme une véritable agression. Pour ça, on va s'appuyer sur un article de Stéphane Guérès. Alors accrochez-vous bien, on plonge au cœur du débat. Voilà la question centrale que soulève notre source du jour. Et pour l'auteur, c'est assez simple. Poser cette question sur la légitimité de l'impôt, c'est déjà presque y répondre. On va voir pourquoi. Alors voilà notre programme. On va commencer par regarder ce que dit le droit, puis on va mettre à l'épreuve cette fameuse idée de consentement. Ensuite, on va s'attaquer aux arguments classiques qui défendent l'impôt et voir comment l'auteur les démonte un par un, avant de finir sur le socle philosophique de toute sa réflexion. Bon, entrons directement dans le vif du sujet. Pour l'auteur, le problème est double. D'un côté, la fiscalité violerait ce qu'on appelle le droit naturel, c'est-à-dire les droits fondamentaux de chaque individu, comme le droit de propriété, et de l'autre, elle reposerait même sur des bases assez fragiles en droit constitutionnel. Selon ce point de vue, le mot fiscalité serait une sorte d'écran de fumée. Derrière ce terme un peu technique se cacheraient en fait des mots bien plus crus, vol, extorsion. L'idée, c'est que l'impôt ne serait rien de moins qu'une attaque directe contre la propriété privée. Maintenant, ça devient intéressant. L'auteur va confronter l'impôt d'aujourd'hui à un texte fondateur, un monument de l'histoire française, la Déclaration des droits de l'homme de 1789. Voyons voir si la fiscalité moderne passe ce test. Il faut bien retenir ces mots. Constater la nécessité et surtout consentir librement. Pour les révolutionnaires de 1789, c'était ça, les deux piliers de la contribution publique. Et c'est justement là-dessus que l'auteur va construire toute sa critique. Et c'est là que l'auteur met le doigt sur ce qu'il considère comme une contradiction majeure. D'un côté, on a le principe fondateur, un consentement libre, et de l'autre, la réalité d'aujourd'hui qu'il décrit comme une contribution totalement forcée. C'est un peu le grand écart en somme. Bon, après avoir attaqué l'idée de consentement libre, l'auteur s'en prend maintenant au deuxième pilier, la fameuse nécessité. Qui décide de ce qui est nécessaire? Et pour qui au juste? Cette question, elle résume à elle seule toute la critique de l'auteur. Il nous dépeint un État qui se comporterait un peu comme un parent autoritaire, qui déciderait de ce qui est bon pour ses citoyens, pour moi et malgré moi, sans jamais vraiment leur demander leur avis. Ici, l'auteur avance une idée assez forte, celle de l'ordre spontané. Sa thèse, c'est que si un besoin est réel, que ce soit se nourrir, se loger ou même assurer sa propre sécurité, la société trouvera d'elle-même un moyen d'y répondre par l'échange volontaire, par le commerce, sans avoir besoin d'une autorité centrale qui impose ses solutions par la force. Voyons maintenant comment l'auteur s'y prend pour déconstruire, une par une, les justifications les plus courantes de l'impôt. Alors, regardons ça de plus près. L'impôt pour la redistribution. L'auteur demande, mais alors pourquoi est-ce que la TVA, qui pèse si lourd sur les plus pauvres, existe? L'impôt pour faire payer les riches, il rétorque, mais qui décide à partir de quand on est riche? Et enfin, la lutte contre la fraude fiscale. Sa question est toute simple. Comment peut-on parler de fraude si le consentement à la base n'est pas vraiment libre? La question qui vient tout de suite à l'esprit, c'est « mais comment l'État pourrait fonctionner sans impôt ?» Pour l'auteur, c'est mettre la charrue avant les bœufs. Avant de se demander comment on finance l'État, il nous invite d'abord à nous demander pourquoi cet État devrait exister sous sa forme actuelle. Voici donc sa vision qui est, on peut le dire, assez radicale. L'État ne serait pas une solution nécessaire, mais plutôt un monopole né de la violence qui empêcherait la société de s'organiser librement et volontairement pour répondre à ses propres besoins. Et pour bien ancrer sa démonstration, l'auteur fait appel à des poids lourds de la pensée libérale. C'est là qu'on touche au fondement philosophique de tout son argumentaire. Ici, l'économiste classique Jean-Baptiste Say ne mâche pas ses mots. L'impôt est une agression, un transfert forcé. Le message est on ne peut plus clair, c'est une violation du droit de propriété, un point c'est tout. Pascal Salin, lui, va encore plus loin. Quand il parle d'un système foncièrement esclavagiste, il suggère que l'impôt revient à obliger quelqu'un à travailler une partie de son temps pour une autre entité, l'État, ce qui, pour lui, est une atteinte fondamentale à la liberté de chacun. Et voici le test ultime proposé par Frédéric Bastiat. Il nous dit en gros, regardez la loi. Si elle fait quelque chose qu'un simple citoyen ne pourrait pas faire lui-même sans commettre un crime, comme par exemple prendre l'argent de son voisin de force, alors cette loi est-elle vraiment légitime? C'est le cœur de toute l'argumentation. Et c'est sur cette question, assez vertigineuse, il faut l'avouer, que se termine notre exploration. Si un individu ne peut pas prendre de force la propriété d'un autre sans être considéré comme un voleur, à quel moment la loi, en faisant exactement la même chose, échappe-t-elle à cette définition? C'est une réflexion fondamentale sur le rôle et surtout sur les limites du pouvoir.